3 mois et le tourisme s'éteint d'un seul décret. Après le coup d'État manqué, l'État ferme les frontières, suspend vols et circuits et transforme le silence en signal. Pourquoi cette pause et que révèle Ibrahim Traoré au pays? Le gouvernement parle d'enquête, d'arrestation, de recoupement de déplacements et de communication, et d'un tri plus strict des sorties déjà sur place, cas par cas, le temps de revoir procédures et protocoles sans la pression d'un flux continu, en acceptant un coût économique immédiat pour réduire un risque jugé systémique et gagner du temps sur les angles morts. Cette séquence promet une lecture claire, comprendre pourquoi un canal civil ordinaire devient un problème de sécurité. L'enjeu pour le spectateur est simple, savoir ce qui change réellement. Sous la présidence d'Ibrahim Traoré, la décision ne se limite pas à une suspension administrative. Elle redéfinit la frontière entre ouverture et vulnérabilité dans un contexte d'alerte. Le pouvoir affirme que le tourisme n'est qu'un vecteur, non la cible centrale, et que l'objectif prioritaire est d'éviter une répétition plutôt que de réparer après coup. Ce choix introduit une logique préventive assumée où l'enquête en cours justifie une interruption coûteuse mais temporaire. Il faut donc examiner ce que l'État cherche à gagner en temps, en contrôle et en lisibilité sécuritaire, et ce qu'il accepte de perdre en revenus, en confiance et en normalité. C'est dans cette tension que se joue la compréhension de la mesure, au-delà du choc économique immédiat et des réactions contrastées qu'elle provoque déjà. Elle sert de cadre pour analyser la suite du récit officiel et ses implications concrètes. La suspension du tourisme n'est pas née d'un vide, mais d'un signal précis. Des entrées fragmentées, espacées dans le temps, ont commencé à dessiner un schéma après recoupement. Selon les autorités, ce sont les données croisées de déplacement et de communication qui ont transformé un coût manqué en menace structurée. Dans les semaines qui ont suivi, le Burkina Faso est entré dans une phase d'enquête intensive. Arrestation, analyse de réseaux présumés et vérification administrative ont été engagées sans que le tableau complet ne soit rendu public. Cette opacité partielle est revendiquée comme une nécessité opérationnelle. Sous la présidence d'Ibrahim Traoré, l'État affirme agir avant que les conclusions finales ne soient non connues afin de réduire l'exposition pendant l'enquête. Avant cette séquence, le tourisme reposait sur un principe de confiance ordinaire, contrôle administratif standard et présomption de bonne foi accordée aux visiteurs civils. Après la tentative de déstabilisation, ce même cadre est jugé insuffisant face à une menace décrite comme plus discrète et diffuse. Le pouvoir explique que maintenir un régime normal aurait ajouté une vulnérabilité supplémentaire, précisément parce que les canaux civils sont prévisibles. Ibrahim Traoré est ainsi associé à un changement de lecture. L'événement n'est plus traité comme isolé ou improvisé, mais comme préparé, financé et influencé de l'extérieur. Le tourisme devient alors un espace d'analyse sécuritaire intégré. Cette requalification constitue le cœur du basculement narratif. Une activité perçue comme périphérique est désormais placée au centre d'une logique de prévention. Derrière la décision étatique, les premiers visages touchés apparaissent rapidement. Hôteliers, guides, chauffeurs et petites structures locales voient leurs activités s'arrêter presque instantanément, les réservations sont figées, les déplacements annulés et l'attente s'installe sans calendrier précis de reprise. Cette interruption n'est pas abstraite, elle suspend des revenus quotidiens et des équilibres déjà fragiles dans des zones dépendantes du tourisme. Pour les étrangers déjà présents, la mesure crée une situation inédite. Les sorties ne sont plus automatiques. Chaque dossier est examiné individuellement afin de distinguer les séjours jugés légitimes de ceux considérés comme problématiques. Cette procédure transforme une routine administrative en filtrage sécuritaire renforcé, ajoutant de l'incertitude là où prévalait la prévisibilité. À l'intérieur du pays, les réactions sont contrastées. Une partie de la population soutient la décision, estimant que la protection du pouvoir et de la stabilité nationale doit primer. D'autres reconnaissent la gravité du contexte, mais s'inquiètent des conséquences économiques immédiates, surtout pour des acteurs sans lien direct avec la tentative de coup d'État. Dans l'entourage d'Ibrahim Traoré, cette phase est décrite comme transitoire.
Le discours officiel insiste sur l'idée d'une pause fonctionnelle, non d'une fermeture durable. L'objectif affiché est de reprendre le contrôle d'un espace jugé fragilisé, tout en assumant un coût temporaire présenté comme mesurable et réversible. Cette tension initiale éclaire le sens de la décision. Protéger maintenant pour éviter un choc plus grave. Le déclencheur est immédiat. Après la tentative de coup d'État manqué, les autorités identifient ce qu'elles décrivent comme une faille exploitée. L'usage de canaux civils ordinaires pour des déplacements jugés suspects. Dans cette lecture, le tourisme n'est plus périphérique, il devient un vecteur potentiel. La décision de suspendre toutes les activités touristiques pour 3 mois est alors annoncée comme une mesure ciblée, limitée dans le temps, mais d'une portée exceptionnelle. Le basculement se fait sans gradation. Vols liés au tourisme, agences de voyage, circuits organisés et déplacements assimilés sont mis en pause simultanément. L'absence d'exemption sectorielle est présentée comme un choix délibéré. Selon le discours officiel, aucune faille ne doit subsister pendant la phase d'examen. Sous l'autorité d'Ibrahim Traoré, la cohérence interne prime sur l'atténuation partielle des effets économiques. Le moment de tension s'installe avec l'ouverture des enquêtes. Arrestations, recoupement de mouvements, analyse de communication et examen de réseaux présumés sont évoqués. Les autorités insistent sur le caractère progressif des découvertes. Ce ne sont pas des arrivées massives ni visibles, mais des entrées fragmentées, espacées dans le temps, suffisamment discrètes pour ne pas éveiller de soupçons immédiats. Ce sont les croisements ultérieurs qui, selon le pouvoir, transforment des séjours apparemment banals en éléments d'un schéma plus large. Le point culminant du récit officiel repose sur une comparaison claire. Maintenir un régime touristique normal pendant l'enquête est décrit comme une prise de risque inutile. Le coût économique immédiat est reconnu, mais opposé à ce qui est qualifié de menace existentielle pour l'État. Dans cette logique, accepter une rupture temporaire est jugé préférable à l'exposition prolongée d'une vulnérabilité identifiée. Les premières conséquences se propagent rapidement. La chaîne touristique se fige presque instantanément. Des milliers de situations individuelles sont placées en attente. Pour les travailleurs du secteur, l'arrêt est brutal. Pour l'administration, la charge augmente. Chaque sortie doit désormais être évaluée au cas par cas, transformant un flux continu en une série de décisions discrétionnaires encadrées par les services de sécurité. Dans le discours politique, cette séquence est intégrée à une ligne plus large. Sous la présidence d'Ibrahim Traoré, la tentative de déstabilisation est présentée comme ni accidentelle ni isolée, mais inscrite dans une dynamique régionale où les méthodes deviennent plus discrètes et diffuses. La suspension du tourisme est alors requalifiée comme un ajustement stratégique destiné à reprendre l'initiative. Les répliques de cette décision dépassent l'événement initial. À l'intérieur, elle redéfinit les priorités. À l'extérieur, elle envoie un signal clair. En période de menace, l'ouverture sans filtre n'est plus considérée comme viable. Cette succession d'étapes compose la trame centrale de la mesure, entre urgence sécuritaire, affirmation d'autorité et acceptation assumée d'un choc économique temporaire. Avant la décision, le régime touristique reposait sur un principe simple, des entrées régulières, des contrôles administratifs standards et une présomption de bonne foi accordée aux visiteurs civils. Après la tentative de coup d'État et l'ouverture des enquêtes, ce même cadre est requalifié par les autorités comme insuffisant face à une menace jugée plus complexe et plus dissimulée. Le premier indicateur mis en avant concerne la durée. 3 mois sont annoncés comme strictement limités et fonctionnels. Ce délai est présenté comme le temps nécessaire pour examiner les entrées passées, poursuivre les investigations et revoir les protocoles de sécurité. Dans le récit officiel, cette borne temporelle sert d'argument central. Il s'agit d'une pause, non d'une fermeture définitive. Elle permet au pouvoir de défendre une mesure exceptionnelle sans renoncer formellement à une normalisation future. Le second élément repose sur la portée de la suspension. Toutes les activités touristiques sont concernées simultanément. Vols, agences de voyage, circuits organisés et déplacements assimilés sont mis à l'arrêt sans distinction. Selon les autorités, cette absence d'exemption constitue une preuve de cohérence interne. L'idée défendue est qu'une mesure partielle aurait laissé subsister des angles morts exploitables.
Le coût économique est reconnu, mais il est présenté comme mesurable et réversible, contrairement à un échec sécuritaire jugé irréversible. Un troisième repère concerne la procédure de filtrage. Les sorties du territoire ne sont plus automatiques. Chaque cas est évalué individuellement afin de distinguer les séjours considérés comme légitimes de ceux susceptibles d'avoir servi de couverture. Cette transformation d'un flux administratif continu en une série de décisions discrétionnaires est décrite comme un renforcement temporaire du contrôle. Dans le discours officiel, elle vise à rétablir une capacité d'analyse fine, là où prévalait auparavant une logique de volume et de routine. Ces trois éléments sont articulés pour produire une démonstration simple. Avant, l'ouverture reposait sur la confiance et la standardisation. Après, elle est suspendue au profit d'une vérification croisée plus approfondie. Sous la présidence d'Ibrahim Traoré, cette bascule est justifiée par un raisonnement de proportion. Accepter une perte économique sur une période définie pour réduire un risque qualifié de systémique. Les critiques soulignent toutefois les limites de cette approche. Suspendre totalement un canal civil sur la base d'enquêtes encore en cours peut, selon eux, normaliser des mesures d'exception. Ils rappellent que les réseaux clandestins ne dépendent pas exclusivement de circuits touristiques formels et que des acteurs déterminés peuvent contourner des restrictions visibles. Dans cette lecture, l'arrêt du tourisme affecte surtout des visiteurs ordinaires et des travailleurs locaux, sans garantie d'élimination totale du risque. Le pouvoir répond en insistant sur la logique de réduction, non d'éradication. La mesure n'est pas présentée comme parfaite, mais comme un levier pour gagner du temps, clarifier les schémas et corriger ce qui est décrit comme une faille exploitée. L'efficacité sera jugée non par l'absence totale de menaces, mais par la capacité à diminuer les angles morts identifiés pendant l'enquête. Ainsi, la quantification officielle ne repose pas sur des chiffres publics détaillés, mais sur des repères fonctionnels, une durée bornée, une portée totale et un filtrage individualisé. Ensemble, ces éléments structurent l'argument central de l'État et conditionnent la suite du débat sur la légitimité et les conséquences de la suspension. Les critiques de la suspension avancent d'abord un argument économique central. Frappant un secteur entier pour des faits attribués à un nombre limité d'individus, la mesure fait porter un coût collectif à des acteurs sans lien direct avec la tentative de coup d'État. Guides, hôteliers, chauffeurs et petites entreprises locales voient leurs revenus disparaître brutalement, sans mécanisme de compensation clairement détaillé. Dans un contexte régional déjà instable, cette fragilisation supplémentaire est jugée risquée pour la cohésion sociale et l'emploi. Un second argument concerne l'efficacité sécuritaire. Selon les observateurs sceptiques, les réseaux clandestins ne dépendent pas exclusivement de circuits touristiques formels. Des acteurs déterminés peuvent contourner des restrictions visibles en empruntant d'autres voies moins réglementées ou moins surveillées. Dans cette lecture, suspendre le tourisme affecte surtout les visiteurs ordinaires et les flux transparents, sans garantir l'élimination des menaces les plus structurées. La mesure pourrait alors produire un sentiment de contrôle sans réduire proportionnellement le risque réel. Ces critiques soulignent aussi un enjeu de précédent. Normaliser une mesure d'exception sur la base d'enquêtes encore en cours, brouille la frontière entre sécurité temporaire et restriction durable. À long terme, cette logique pourrait nuire à l'image du pays, compliquer la reprise future du tourisme et alimenter une méfiance systématique envers les flux étrangers. La question posée est celle de la proportionnalité. Jusqu'où aller sans transformer l'exception en règle? La réponse du pouvoir s'articule autour d'un raisonnement inverse. Sous la présidence d'Ibrahim Traoré, l'État affirme que la tentative de déstabilisation ne peut être traitée comme un incident isolé. Elle est présentée comme le symptôme d'une stratégie plus large, exploitant précisément des espaces civils jugés peu soupçonnés. Dans ce cadre, maintenir un régime touristique normal pendant l'enquête est vu comme une prise de risque inutile, ajoutant une vulnérabilité identifiable. Le gouvernement ne prétend pas éliminer toute menace, mais réduire l'exposition pendant une phase critique.
Il assume le coût économique immédiat comme mesurable et réversible, face à un échec sécuritaire décrit comme irréversible. La suspension est donc défendue comme un instrument de temps et de lisibilité, permettant de revoir procédure et coordination avant toute reprise. Cette opposition de logique, coût immédiat contre risque systémique, structure le cœur du désaccord. Ce point marque un déplacement du débat. La suspension ne vise pas uniquement un secteur économique, mais sert de levier pour refondre l'architecture sécuritaire. Les autorités expliquent que ces 3 mois doivent permettre de reconstruire des protocoles, renforcer la coordination entre immigration, renseignement et contrôle administratif, et intégrer des vérifications croisées plus approfondies. L'objectif affiché est de corriger une faille identifiée, non d'ériger une barrière permanente. Sous la direction d'Ibrahim Traoré, ce moment est présenté comme un point médian stratégique. Le pouvoir affirme qu'il ne s'agit pas de se refermer sur soi, mais de réapprendre à filtrer dans un contexte où les méthodes de déstabilisation sont décrites comme plus discrètes et moins conventionnelles. Le tourisme devient alors un terrain d'expérimentation institutionnelle où des pratiques autrefois routinières sont requalifiées à travers un prisme sécuritaire. Ce changement de focale modifie la lecture des coûts. La perte de revenus n'est plus seulement un dommage collatéral, mais le prix accepté pour transformer durablement la manière dont l'État contrôle ses accès. La réussite n'est pas définie par l'absence totale de risque, mais par la capacité à réduire des angles morts jugés critiques. Ibrahim Traoré associe ainsi la pause à une promesse implicite. Lorsque le tourisme reprendra, il ne sera pas simplement réactivé, mais redéfini. C'est ici que se joue l'enjeu central, entre parenthèses stratégique et basculement durable. Pour l'État, la suspension du tourisme devient un test de crédibilité. Elle affirme une capacité à agir rapidement, à imposer des décisions coûteuses et à prioriser la stabilité politique sur la continuité économique. Sous la présidence d'Ibrahim Traoré, cette posture envoie un message clair aux institutions internes comme aux acteurs extérieurs. La sécurité du régime est traitée comme un impératif non négociable. En retour, elle engage la responsabilité du pouvoir quant aux résultats concrets de l'enquête durant la période annoncée. Si les procédures sont renforcées sans débouché clair, la justification politique s'affaiblit. Pour les entreprises liées au tourisme, l'impact est immédiat et asymétrique. Hôtels, agences, transporteurs et travailleurs indépendants voient leur flux financier s'interrompre presque totalement. L'absence de mécanismes de compensation détaillés place ces acteurs dans une attente forcée, dépendante de décisions sécuritaires sur lesquelles ils n'ont aucune prise. À court terme, cette fragilité accentue une exposition déjà élevée aux chocs régionaux. À moyen terme, elle conditionne la capacité du secteur à redémarrer rapidement une fois la suspension levée. Du côté des citoyens, les effets se traduisent par une tension diffuse. Une partie de la population soutient la décision, considérant que la protection collective doit primer face à une menace perçue comme réelle et répétée. D'autres redoutent les conséquences sur l'emploi, les revenus familiaux et la vie quotidienne, notamment dans les zones où le tourisme constituait une source essentielle de subsistance. Cette division ne se manifeste pas toujours par une opposition frontale, mais par une incertitude persistante sur l'équilibre entre sécurité et survie économique. À l'échelle régionale, la mesure dépasse le cas national. Dans le Sahel, plusieurs gouvernements expriment une méfiance croissante envers les flux étrangers et les canaux civils. La suspension du tourisme au Burkina Faso renforce cette tendance et pourrait influencer des choix similaires ailleurs. Elle participe à une reconfiguration des pratiques de contrôle et des perceptions de l'ouverture dans un contexte où la stabilité politique reste fragile. Sous l'autorité d'Ibrahim Traoré, ces effets combinés dessinent un paysage plus resserré. La décision ne se limite pas à une réaction ponctuelle, mais agit comme un signal. Elle redéfinit les rapports entre ouverture, confiance et sécurité pour l'État, l'économie, les citoyens et l'environnement régional. C'est dans cette convergence d'impact que se mesure la portée réelle de la suspension, au-delà de sa durée annoncée. Dans un scénario de base, la suspension du tourisme reste strictement limitée aux 3 mois annoncés.
Les enquêtes aboutissent à des ajustements techniques. Coordination renforcée entre immigration, renseignement et contrôle administratif, procédures de vérification plus croisées, attention accrue au schéma de déplacement atypique. Le tourisme reprend progressivement sous des conditions plus strictes, sans rupture durable avec l'extérieur. Dans cette trajectoire, l'État consolide sa crédibilité sécuritaire tout en containe en l'impact économique dans le temps. La mesure est relue rétrospectivement comme une parenthèse coûteuse mais maîtrisée. Un scénario optimiste suppose que la période d'enquête débouche sur des résultats clairs et communicables. La reprise du tourisme s'accompagne alors d'un récit de prévention réussi. Le pouvoir peut affirmer avoir corrigé une faille exploitée sans transformer l'exception en norme. Sous la présidence d'Ibrahim Traoré, cette issue renforcerait l'image d'une autorité capable d'anticiper, d'assumer un coût à court terme et de restaurer une ouverture filtrée. Dans ce cas, la suspension devient un précédent positif, utilisé comme référence ponctuelle plutôt que comme modèle permanent. Le scénario dégradé repose sur l'allongement ou la répétition des restrictions. Si les enquêtes s'étendent, si de nouvelles menaces sont évoquées, ou si les résultats restent flous, la tentation apparaît de maintenir ou de renouveler les mesures. La suspension cesse alors d'être un événement ponctuel pour devenir un précédent cumulatif. L'économie touristique s'érode, la confiance des acteurs extérieurs diminue et la frontière entre sécurité temporaire et normalisation de l'exception se brouille. À moyen terme, cette trajectoire pèse sur l'image du pays et complique toute reprise crédible. Ces trois scénarios partagent un point commun. Ils dépendent moins des intentions affichées que des actes observables à la sortie de la période annoncée. La durée réelle de la suspension, les conditions concrètes de reprise et les changements structurels effectivement mis en œuvre constituent les indicateurs décisifs. Dans ce cadre, la question centrale n'est pas de savoir si la mesure était justifiée à l'instant T, mais comment elle est refermée. La clé de lecture proposée est donc conditionnelle. Si la pause débouche sur une transformation mesurable et bornée, elle s'inscrit dans une logique de prévention. Si elle s'installe sans horizon clair, elle signale un basculement plus durable dans la gouvernance sécuritaire. C'est à cette aune que la décision devra être évaluée dans les mois à venir. Pour le public, les effets de cette décision ne restent pas abstraits. Ils se traduisent par des situations concrètes, observables, qui touchent différents cercles sociaux. Les travailleurs du tourisme constituent le premier cercle. Leur quotidien bascule dans une attente forcée, sans visibilité claire sur la reprise, illustrant la vulnérabilité d'activités dépendantes de décisions sécuritaires sur lesquelles elles n'ont aucun levier. Un second cercle concerne les citoyens qui ne vivent pas directement du tourisme. Pour eux, la mesure agit comme un signal politique. Elle rappelle que dans un contexte de menaces perçues, des secteurs entiers peuvent être suspendus au nom de la protection collective. Cette réalité alimente à la fois un sentiment de sécurité renforcé chez certains et une inquiétude diffuse chez d'autres face à l'impact potentiel sur l'emploi, les prix et la stabilité économique locale. Le troisième cercle touche les observateurs extérieurs. Voyageurs, investisseurs ou partenaires régionaux lisent cette décision comme un indicateur de la trajectoire du pays. La question qu'ils se posent n'est pas seulement celle de la durée de la suspension, mais de sa logique. Est-elle strictement bornée et suivie d'une reprise encadrée, ou annonce-t-elle une posture durable de fermeture et de méfiance envers les flux civils ordinaires ? Dans ce contexte, le spectateur est invité à adopter une posture d'observation active. Suivre ce dossier signifie regarder au-delà de l'annonce initiale. La durée réelle de la pause, les conditions précises de la reprise, les ajustements institutionnels annoncés puis appliqués constituent des repères essentiels pour juger de la nature de la décision. Deux gestes simples s'imposent alors. D'abord, distinguer le discours des actes en observant si les promesses de temporalité et de réforme se matérialisent. Ensuite, comparer cette situation à d'autres contextes régionaux afin de comprendre si le cas burkinabé reste une exception ou s'inscrit dans une tendance plus large de requalification sécuritaire des flux civils. C'est à ce niveau, proche de l'expérience du public, que la suspension du tourisme prend tout son sens. La sortie de cette séquence repose sur une feuille de route présentée comme mesurable et bornée.
Les autorités indiquent d'abord un travail d'enquête à finaliser pendant la période annoncée. Les services de sécurité sont chargés de conclure les recoupements en cours, d'identifier les schémas jugés atypiques et de clarifier ce qui relève d'une faille structurelle plutôt que d'un incident ponctuel. Cette étape conditionne toute décision ultérieure. Le deuxième axe concerne la coordination administrative. Immigration, renseignement et contrôle des frontières doivent intégrer les enseignements tirés des investigations. L'objectif affiché est de sortir d'un fonctionnement cloisonné pour instaurer des vérifications croisées plus systématiques. Dans cette logique, les entrées futures ne reposeraient plus uniquement sur des documents formels, mais sur une analyse plus fine des parcours et des profils, sans généralisation automatique de la suspicion. Un troisième volet porte sur la redéfinition des procédures de touristique. Lorsque la reprise sera envisagée, elle devrait s'accompagner de règles plus strictes, clairement communiquées, afin de restaurer une forme de prévisibilité. Le pouvoir insiste sur le fait que la réussite ne se mesure pas à l'absence totale de risque, mais à la réduction des angles morts identifiés. Sous l'autorité d'Ibrahim Traoré, cette approche se veut pragmatique plutôt que idéologique. Enfin, un moment d'évaluation est annoncé. La durée de 3 mois sert de repère à l'issue duquel un bilan doit être établi. La question centrale sera alors simple. Les ajustements réalisés justifient-ils une reprise immédiate ou nécessitent-ils des corrections supplémentaires ? C'est à ce stade que se jouera la crédibilité de la promesse de temporalité. Cette doctrine ne garantit pas l'adhésion de tous, mais elle fournit un cadre pour juger la cohérence entre discours, actes et résultats. Elle déplace le débat de l'émotion initiale vers l'examen des effets concrets. Au fil du récit, un motif revient discrètement, celui de la porte qui se ferme pour éviter une chute plus grave. Au départ, il y a eu un silence, une suspension soudaine qui a surpris par son ampleur. Puis, à mesure que les éléments se sont accumulés, cette fermeture a pris un sens plus précis. Elle a cessé d'être perçue comme un geste brutal pour devenir le symbole d'un État qui estime avoir frôlé un basculement et qui choisit d'agir avant qu'il ne soit trop tard. Ce rappel renvoie Gossi-Tsubi aux décisions concrètes prises dans l'urgence. Il évoque les coûts acceptés, les équilibres rompus et l'attention permanente portée à la frontière entre protection et ouverture. Pour les acteurs touchés, cette période reste marquée par l'attente et l'incertitude. Pour le pouvoir, elle devient un repère, un moment appelé à être relu comme une référence quelle que soit l'issue finale. Sous la présidence d'Ibrahim Traoré, cette séquence est appelée à rester dans les mémoires, non parce qu'elle aurait résolu toutes les fragilités, mais parce qu'elle incarne un choix assumé face à l'incertitude. Elle parle autant à ceux qui défendent la fermeté qu'à ceux qui redoutent les conséquences à long terme. En revenant à ce point de départ, une idée s'impose. Lorsque la sécurité est perçue comme menacée, les gestes les plus visibles ne sont pas toujours les plus bruyants. Parfois, ils prennent la forme d'une pause imposée, lourde de sens et de conséquences. Cette suspension du tourisme ne se résume pas à une décision administrative, elle agit comme un symbole plus large, révélateur d'un moment où des États redessinent la frontière entre ouverture et contrôle. Le cas du Burkina Faso invite à une réflexion qui dépasse le cadre national. Il interroge la manière dont les sociétés acceptent, contestent ou accompagnent des choix faits au nom de la sécurité collective, lorsque les informations restent partielles et que les enquêtes sont encore en cours. Sous la présidence d'Ibrahim Traoré, cette séquence constitue un test de cohérence entre discours, actes et résultats. Elle pose aussi une question valable bien au-delà d'un seul pays. Jusqu'où un État peut-il aller pour se protéger sans transformer l'exception en règle durable ? Observer cette situation, c'est prêter attention aux échéances, plus qu'aux intentions, aux ajustements concrets, plus qu'aux déclarations. Pour le spectateur, l'enjeu n'est pas d'adopter une position définitive, mais de rester attentif aux évolutions. La durée réelle de la suspension, les conditions de reprise et les changements structurels annoncés diront plus que les annonces initiales. C'est dans ce suivi que se construit une compréhension éclairée. La question reste ouverte. Cette pause restera-t-elle une parenthèse stratégique ou marquera-t-elle un tournant durable dans la gouvernance sécuritaire ?